Bienvenue dans l'Africa Newsroom dans cette semaine consacrée aux frontières sur le continent africain. Le dossier du jour, la dynamique de l'intégration régionale. Et au sommaire également de cette émission, alors que l'élection présidentielle nigériane a été reportée, retour sur le bilan du président et candidat Goodluck Jonathan. Nouveaux affrontements au Sud-Soudan malgré les cessez-le-feu signés entre les parties rivales. La stabilité peine à être rétablie dans le pays. Et puis nous évoquerons en troisième partie le risque d'endettement des pays africains suite aux levées de fonds sur le marché international et les différentes manières de mobiliser plus de financement pour l'autonomie de l'Union africaine. Et ils sont avec nous pour en parler, nos éditorialistes Gracien Roux, Kindekiza. Gracien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Samuel Gembok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. À 6 semaines de l'élection présidentielle au Nigeria, certains s'interrogent encore sur le bilan du président sortant et candidat à sa propre succession, Goodluck Jonathan. Alors, que doit-on retenir de son mandat? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondante à Folake, Oyen Loye. Pour se faire réélire comme président de la République fédérale du Nigeria, le président Goodluck Jonathan axe sa campagne sur l'économie nigériane. Le président sortant promet encore aux Nigériens l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui ne convient pas à tout le monde. Le Nigeria n'a pas besoin d'un gentil président maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui est prêt à s'attaquer au plus gros problème du Nigeria, qui est la corruption. Et le président dit clairement que la corruption n'est pas le plus grand défi. Sur cette prémisse seule, je pense qu'il est tout à fait inapte à continuer. Vous ne pouvez pas vous accoquiner avec la corruption et attendre que le Nigeria fasse une croissance significative. C'est complètement insensé. Cependant, les partisans et sympathisants de Goodluck Jonathan sont nombreux. Pendant les 4 ans passés à la tête du Nigeria, il a construit les chemins de fer, restauré le secteur agricole, parmi tant d'autres. Et pour certains, cela a son importance. Je pense qu'il devrait revenir. Notre chemin de fer n'a pas été en fonction pendant tant d'années, mais maintenant ça marche. C'est d'une grande utilité à l'agriculture pour les gens de Kaduna en particulier. Le prix du riz a été stable pendant un certain temps maintenant. La grande mesure est encore 10 000 naira. Je ne peux pas dire qu'il devrait revenir ou pas. Seul Dieu peut décider. Donc nous devrions laisser chaque chose dans la main de Dieu. L'élection présidentielle est prévue pour le 28 mars. Le président sortant sera face à 14 autres candidats, dont l'ancien président Buhari. Et Daouda Tal, notre éditorialiste, nous a rejoint. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Vous allez donc ouvrir ce débat. Alors Goodluck Jonathan, président sortant qui se représente à sa propre succession, comme s'il estimait que son bilan était positif. Oui, comme s'il estimait que son bilan a été positif, Amira, sauf que je pense que d'un point de vue sécuritaire et même d'un point de vue économique, le bilan est quand même mitigé, parce que bon, on va pas en reparler beaucoup, mais Boko Haram aujourd'hui c'est une réelle menace qui dépasse même les frontières du Nigeria, parce qu'on n'a pas su s'en occuper assez tôt. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, même s'il cherche à se rattraper aujourd'hui en collaborant avec les États voisins. Ensuite, sur le plan économique, bon, le Nigeria est certes la première économie africaine, mais avec un taux de chômage qui est quand même assez important. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que l'on puisse dire, en termes, quand on observe les inégalités au niveau du Nigeria, je ne pense pas qu'on puisse dire que la première économie africaine se présente sous une bonne figure aujourd'hui. Grâce à un bilan mitigé pour Goodluck Jonathan? Oui, bien sûr. Le bilan est mitigé. Il a parlé sur le volet sécuritaire, comme je le dis souvent. C'est le commandant suprême. Il n'a pas su organiser l'armée. Il n'a pas su motiver les militaires. Et surtout, la corruption au sein de l'armée est restée. Mais au niveau économique aussi, parce que quand il est arrivé au pouvoir en 2010, c'est un pays qui avait un taux de croissance qui allait jusqu'à 10%. Et il y avait, c'est bien au niveau mondial, la crise de 2008, donc les économies plongeaient. Or, le Nigeria se trouvait à 10%. Aujourd'hui, le Nigeria se trouve avec une croissance de 5%, c'est-à-dire qu'il a cassé la croissance, il n'a pas pu vraiment faire redémarrer la machine pour maintenir au moins la même croissance. Et aussi, il a parlé Daouda des inégalités. Il y a quelque chose qui s'est passé au Nigeria, c'est bien le pays s'est beaucoup enrichi,
c'est une très bonne chose, mais les Nigérians se sont beaucoup appauvris. Il y a beaucoup de gens qui se sont appauvris et d'autres, une minorité, s'est beaucoup enrichie à tel point qu'aujourd'hui, les achats, les champagnes qui sont vendus, le Nigeria se trouve pratiquement parmi les pays au niveau mondial qui achètent beaucoup plus de champagne parce qu'il y a l'élite qui a beaucoup d'argent, qui consomme beaucoup, et en oubliant finalement le petit peuple qui se trouve dans la misère. L'écart s'est creusé. Oui. Samuel, vous êtes d'accord, l'écart s'est creusé, il y a un problème de redistribution des richesses au Nigeria? L'écart a toujours été considérable, Amira. Il a su, je partage l'analyse sur le bilan mitigé, je pense qu'il a bénéficié d'une conjoncture économique qui lui était relativement favorable compte tenu du travail abattu par ses prédécesseurs à partir de Olusegun Obasanjo jusqu'à la présidence intermédiaire de Umaru Yar'Adua. Mais il a aussi su relancer la diversification de l'économie parce que le Nigeria a quand même échappé au pire. Parce que la grande dépendance de l'ordre de 70% du secteur pétrolier a quand même pu être jugulée par cette diversification de l'économie qui a été soutenue par d'autres secteurs comme le secteur agricole, Gracien l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi le secteur des télécommunications, également le secteur des services et du commerce. Donc sur ce point, il a su relancer la diversification de l'économie, mais comme Daouda l'a rappelé et Gracien aussi, sur le plan sécuritaire, il n'a pas fait montre d'un commandant en chef, il n'a pas pu consolider l'unité nationale compte tenu des clivages qui existent sur le pays, mais également des inégalités sociales qui sont sans cesse criantes. Plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors Daouda, est-ce qu'il a des chances d'être réélu, Goodluck Jonathan? Il a des chances. Je pense que tous les deux candidats ont des chances parce que malheureusement ou heureusement pour la démocratie, on est dans un pays qui assez diversifié au niveau que ce soit des croyances, même religieuses. Il y a plusieurs ethnies, etc. Ce qui fait que le Nord est sans doute plus favorable au candidat Buhari et l'autre parti plus à Goodluck Jonathan. Mais je pense qu'il a une chance encore, mais sa chance quand même, ça fait si de petit à petit, étant donné que son candidat se montre de plus en plus sur la scène politique, à la fois nationale comme internationale. Maintenant, nous allons voir avec ce report récent des élections si le Nord va pouvoir voter, et là, ses chances seront encore plus maigres, je pense. Gracien, Mouhamadou Bouhari, un candidat sérieux, un adversaire sérieux face à Goodluck Jonathan? C'est un adversaire sérieux, d'autant plus qu'on se trouve dans une situation de problème de sécurité au Nigeria. Or, Buhari, c'est quelqu'un qui a démontré bien qu'il pouvait maîtriser l'armée, qu'il pouvait combattre la corruption, c'est-à-dire que c'est un homme, je ne dirais pas providentiel pour les Nigériens, mais c'est un homme qui va inspirer la confiance, notamment en se disant, voilà, on a été attaqué par Boko Haram, et ce sont les pays finalement qui ont des armées inférieures, qui ont des armées qui n'étaient pas en principe bien entraînées plus que les Nigériens. Et ce sont les mêmes armées qui viennent sauver les Nigériens. Donc, ils aimeraient bien qu'il y ait le pays, disons, il y ait une autodéfense au niveau du pays. Donc, ce qui fait que Buhari, il a beaucoup de chance, surtout si on analyse au niveau du domaine sécuritaire, c'est en général, donc c'est un ancien de l'armée. Samuel, est-ce que cette vague Boko Haram va bénéficier à Mouhamadou Bouhari? En partie, oui. Parce que c'est un général d'armée, il connaît, comme je le dis souvent, il connaît parfaitement les arcanes du secteur militaire. Il est beaucoup plus réputé par sa capacité à lutter contre la corruption qui gangrène les institutions publiques nigérianes. Aujourd'hui, les services publics de base, les services publics de proximité, la santé, l'école, les institutions qui doivent assurer la protection sociale des populations ne sont pas rigoureusement assurées comme il se doit. Donc sur ce plan, c'est un candidat redoutable pour Goodluck Jonathan parce qu'il se positionne comme celui-là qui pourra restaurer l'ordre dans le pays, mais aussi rétablir l'assainissement des finances publiques. Et c'est le moment de passer à la suite avec ces nouvelles violations du cessez-le-feu au Sud-Soudan. À la suite d'un bombardement au nord du pays, le gouvernement sud-soudanais a décidé de rompre l'accord de cessez-le-feu, une nouvelle escalade qui risque de mettre à mal les pourparlers qui devront reprendre le 19 février à Addis Abeba en Éthiopie. Ibrahim Ndiaye. Reprise des hostilités au Sud-Soudan.
Le fragile cessez-le-feu a une nouvelle fois volé en éclats ce mardi 10 février au Sud-Soudan. Pour cause, les rebelles auraient bombardé, selon le gouvernement, la ville pétrolière de Bentiu, située au nord du pays. Les rebelles bombardent nos positions à Bentiu avec de l'artillerie. C'est une violation de l'accord de cessation des hostilités et nous allons nous défendre. Ces tensions interviennent au lendemain d'une conférence de donateurs organisée à Nairobi, au Kenya, au cours de laquelle l'ONU a lancé un appel aux dons de 1,8 milliard de dollars pour venir en aide à ce pays. La décision de rompre le cessez-le-feu par les rebelles de Riek Machar est une conséquence directe en fait même de ces négociations, parce que les deux forces qui négocient n'arrivent pas à s'imposer. Il y a un rapport de force qui fait qu'aucun des deux belligérants n'arrive à dominer l'autre. Et deuxièmement, c'est que politiquement, les deux essaient de contrôler le pays. Donc même politiquement, ils essaient d'être le futur président. Donc il y a un problème de consensus pour des raisons d'égalité au niveau militaire et au niveau politique. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avaient signé sous la pression de la communauté internationale au début de ce mois de février leur 7e cessez-le-feu en un an. Des pourparlers devraient reprendre ce 19 février à Addis Abeba en Éthiopie, sous l'égide de l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine. Samuel, on peut évidemment parler de cessez-le-feu particulièrement fragile, et si d'ailleurs on peut parler de cessez-le-feu. Oui, il est non seulement fragile, mais je pense qu'il est en train de voler en éclats. Quand on voit que les affrontements ne cessent de continuer, ce qui est vraiment frappant dans la situation soudanaise, c'est cet affrontement sur fond de guerre intertribale, mais aussi de compétition, d'affrontement stratégique entre les grandes puissances. Je parle là des États-Unis et de la Chine qui soutiennent chacun les parties en conflit. Donc, et là, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, parce que c'est un jeune État qui a encore beaucoup de choses à réaliser, à consolider, à créer et à consolider les institutions, à mettre en place des politiques qui permettent de consolider l'État-nation. Et quand on voit tous ces affrontements sur fond de guerre intertribale, on se pose la question de savoir si finalement ce jeune État va devenir grand un jour. Daouda, on a du mal à voir la sortie de crise au Sud-Soudan. Oui, tout à fait, Amira, surtout que on en est au énième cessez-le-feu. Je crois qu'on les compte à coup de 6, 7, 9 même. Donc c'est dommage de voir ça, et c'est surtout dommage aussi au lendemain, parce qu'il me semble qu'il y a eu une conférence des donateurs qui s'est tenue, ou une conférence dans laquelle l'ONU réclamait justement 1,8 milliard de dollars pour aider les réfugiés, 500 000 personnes déplacées, selon le bilan des Nations Unies. 1,5 million, pardon, oui, depuis un an. Donc je pense que c'est une situation quand même qui est assez catastrophique. Pour deux personnes, deux leaders politiques qui s'étaient associés pour aller vers l'indépendance, se retrouver dans cette situation, je me demande si finalement c'est une bonne chose de couper les frontières au nom d'une rébellion. Oui, c'est vrai, Gratien, cette nouvelle crise remet tout en jeu. Oui, la nouvelle crise, en fait, il y a eu une continuité de crise, parce qu'il faut se dire que le Sud-Soudan, ce qui s'est passé après la mort de John Garang, qui était le chef de SPLA, donc qui a conduit pratiquement l'État à l'indépendance, soit c'était un homme sérieux, un homme politique qui était respecté. Après sa mort, lors d'un accident d'hélicoptère, et le problème s'est posé parce qu'il y a vraiment un problème de sérieux au niveau des dirigeants du Soudan. Oui, voilà, il y a eu un problème pour le succéder. Au départ, ce n'était pas une guerre tribale. C'était une guerre tribale après, parce qu'il y a eu des rivalités entre les deux, et les gens, tout le monde, c'est un secret de polichinelle pour savoir si vraiment, est-ce que le président il tient bien le pays, qu'est-ce que les politiciens ils aiment. Il y a même des histoires, quand ils vont négocier, les gens se demandent, il y a des Européens même qui se demandent si vraiment ils viennent négocier, ils se contentent de ces hôtels. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe au niveau du pays. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Il n'y a rien. Le pays, il y a l'économie à redémarrer, il n'y a pas beaucoup de choses. Il faut travailler. Je ne vois pas vraiment ce qui peut pousser les deux à s'entretuer, à laisser leurs gens s'entretuer, alors que le pays est en train de sombrer. Et voilà, ils acceptent. On a parlé des soutiens des pays, mais des pays étrangers
hors de l'Afrique, mais les pays aussi de l'Afrique essaient d'attiser, on sait bien l'Ouganda, il y a d'autres pays voisins, ce qui fait que les Soudanais sont finalement des boucs émissaires et en même temps des mandataires au niveau de cette guerre. Alors justement, Samuel, une simple guerre de pouvoir, les conséquences sont dramatiques. Absolument, les conséquences sont dramatiques. Comment les deux leaders n'arrivent pas à prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui? Plus d'1 500 000 de déplacés, de réfugiés. C'est cet entêtement qui est inquiétant, parce que vous parlez là d'1 500 000 de déplacés, mais aussi il faut voir qu'au cours de la même période, c'est 10 000 morts. En une année, c'est énorme, 10 000 morts. Et ces affrontements qui se font au détriment de ceux-là qui doivent bénéficier de la protection de l'État sont les plus perdants. Et c'est ce qui est vraiment à regretter et à condamner avec la plus grande fermeté, ces gens qui ne visent qu'à protéger leurs intérêts propres. Les Dinkas et les Nuer, qui sont les principales tribus qui s'affrontent entre elles, créent un climat d'animosité entre les différentes tribus. Et la question qui se pose, ce n'est même pas tant la résolution du conflit, mais la situation post-conflit est tellement précaire, qui est telle que, comment va-t-on faire pour mettre en place des mécanismes de cohabitation? Les ennemis d'hier, les adversaires d'hier, les anciens combattants d'hier, comment vont-ils se retrouver pour construire leur pays? Et là, la médiation africaine va devoir peser lourd dans cette situation. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom pour le dossier du jour consacré à l'intégration régionale. À tout de suite.